paludisme est une maladie parasitaire due à un hématozooïde de la classe des sporozoaires et du genre Plasmodium. On distingue 5 types de Plasmodium. On distingue le Plasmodium falciparum, le Plasmodium ovale, le Plasmodium malarié, le Plasmodium vivace et le Plasmodium non lésique. Donc c'est une affection liée à un parasite, notamment le Plasmodium. Le Plasmodium c'est un parasite. C'est un parasite et c'est ce parasite qui est pathogène et donc qui entraîne la maladie que l'on nomme le paludisme. Le paludisme, pour se transmettre, il y a classiquement trois modes. Le plus répandu, c'est la piqûre de l'anophèle femelle infectée. Il y a également une transmission par la transfusion d'un sang contaminé. Et le troisième, c'est la transmission par voie transplacentaire au niveau de la mère et de l'enfant. Pour comprendre en fait l'origine de la fièvre dans le paludisme, il faut comprendre comment le parasite agit dans l'organisme. Eh bien, le parasite, pour se reproduire, a ce qu'on appelle un cycle parasitaire. Et ce cycle se fait en deux phases. Il y a une phase asexuée qui se déroule chez l'homme et il y a une phase sexuée qui se déroule au niveau du moustique. Ce qui nous intéressera ici, c'est la phase asexuée. La phase asexuée elle-même se déroule en deux étapes. On a une étape hépatique et on a une étape érythrocytaire. Lorsque le moustique pique et inocule le parasite à ce moment-là est sous la forme de sporozoïdes. Et ces sporozoïdes vont au niveau du foie, pénètrent dans les cellules hépatiques et se multiplient. En se multipliant, elles deviennent des schizontes. D'accord? Et ces schizontes, arrivées à maturité, contiennent des milliers, on va dire, de ce qu'on appelle des mérozoïdes. Ces mérozoïdes sont libérés par éclatement des cellules hépatiques et donc sont libérés dans le sang. C'est là que prend fin l'étape hépatique dont j'ai parlé. Maintenant, on va passer à l'étape érythrocytaire lorsque le mérozoïde libéré pénètre dans le globule rouge. Il subit la multiplication successive et passe de la phase de trophozoïde à la place de schizontes érythrocytaires. Ces schizontes érythrocytaires seront à nouveau libérés dans le sang par éclatement de globules rouges de la cellule. Et donc c'est ces éclatements de cellules qui libèrent ce qu'on appelle des substances pyrogènes. Ce sont des substances qui vont entraîner une élévation de la température, notamment au niveau du centre thermorégulateur de l'organisme. Donc c'est comme ça que le paludisme entraîne une fièvre. Voilà. Lorsque on considère l'explication que je viens de donner, notamment avec l'éclatement des cellules et tout, au niveau de l'étape érythrocytaire, vu que ce sont des globules rouges qui sont détruites, on parle d'hémolyse intravasculaire. Cette hémolyse à la longue va entraîner une diminution du taux d'hémoglobine et donc, par ricochet, une anémie de gravité variable. Il faut savoir que le fer n'est pas le médicament universel pour l'anémie. Il y a des situations précises où il faut donner le fer et il y en a d'autres où il ne faut pas le donner. C'est comme on nous dit que toute anémie n'équivaut pas à une transfusion sanguine. Toute anémie n'équivaut pas également à une prescription de fer. Il faut savoir aussi deux choses. C'est que la première chose, c'est que le plasmodium, comme tout autre organisme, a besoin du fer pour survivre et se reproduire. Donc, apporter du fer, des études ont démontré que apporter du fer, au contraire, participe à l'aggravation, on va dire, de
de l'infection, de l'affection. L'autre chose aussi, c'est que l'excès de fer dans l'organisme peut altérer la réponse des cellules immunitaires. Donc, par exemple, dans un cas hypothétique où, par exemple, le malade a une fièvre et une anémie, et que même si ce n'était pas un palu, et qu'on lui donne du fer, ce fer administré là peut aggraver son état de santé, au lieu de participer à son amélioration. Quand on parle de prévention, notamment dans le cadre de l'assainissement, c'est la prévention primaire. La prévention primaire, c'est l'ensemble des mesures prises pour éviter la survenue de la maladie. Donc, quand on considère que le mode de transmission principal du paludisme, c'est par les piqûres de l'Anopheles femelle infectée, pour pouvoir éviter cette transmission, il faut soit éviter la piqûre, soit agir au niveau des moustiques. Pour éviter la piqûre, c'est que soit on danse sur moustiquaire, on met des grillages aux fenêtres pour éviter que les moustiques ne rentrent et tout. L'autre chose, c'est qu'on peut également réduire la reproduction de ces moustiques dans l'environnement. Et on sait que ces moustiques pondent leurs œufs au niveau des eaux stagnantes ou quasi stagnantes. Donc, ces eaux stagnantes, qui sont souvent des eaux usées, qu'on utilise et tout, c'est ces eaux stagnantes qui constituent le lieu de ponte des œufs. Et donc, en éliminant ces eaux, on diminue la reproduction de ces moustiques. Et donc, en diminuant le nombre de ces moustiques, on diminue en même temps la probabilité de rencontrer un moustique et donc de se faire piquer dans l'environnement. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on peut expliquer le fait que l'assainissement de l'organisme et de l'environnement participe à la prévention du paludisme. Comme conseil que je pourrais donner, c'est déjà pour éviter le paludisme, les conseils les plus usuels, c'est qu'il faut dormir sur un moustiquaire imprégné, mettre des grillages aux fenêtres, assainir l'environnement comme on a dit tout à l'heure. L'autre chose, c'est que dès que des signes apparaissent, il ne faut pas attendre trop longtemps avant de consulter. Parce que quand on consulte plus tôt, les probabilités d'aller vers un paludisme rare sont plus ou moins réduites. Et aussi, le fer, toute anémie ne veut pas dire prescription de fer, donc il faut éviter cela. Et je pense que c'est bon.